Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. On est parti, vous allez voir, nous sommes trois. Il y a moi, Joël Verin, que je fais passer en première parce que c'est vous, c'est moi que vous voyez. Et il y a Michel Boutron, que vous allez voir, qui n'est pas toute seule. Bonsoir, bonjour, bonsoir Michel. Bon, bonjour et bonsoir à la fois, Joël. Effectivement, il y a Nala, ma petite chatte, qui vient de passer sur l'écran. Bah si, avec ta chatte, mais il y a une espèce de grosse boule rose devant toi, euh, Ah oui. qui est complètement, on se demande d'où ça sort, cette boule rose-là. On peut penser que dans cette boule rose, il y a plein de choses. On va parler de ton livre que tu as publié chez Louise Courteau qui s'appelle À l'école des chats, quand les animaux nous rendent humains. C'est un livre que Oui, tu as publié il y a combien de temps? en 21. Tu es une ancienne enseignante et directrice d'école. Tu as appris la pédagogie candide qui allie l'apprentissage et présence de chats dans les classes. On Oui, parle aussi de la ronron-thérapie. Et à travers l'ONG Candide International, tu as fait connaître dans le monde entier jusqu'à l'ONU, tu as fait connaître donc cette ONG Candide. Il y a des projets d'école sont en cours en création en Afrique notamment. Tu es aussi auteur, compositeur et interprète. On va parler des chats, quand les animaux nous rendent humains. Tu as eu une sacrée vie, on peut dire que c'est une vie. Tout le monde n'a pas eu cette vue-là, c'est peut-être pour ça que tu as cette boule rose là qui te protège. je Mais sais pas, mais alors le coup de la boule rose, il y a plein de journalistes qui me le disent. Vous avez quelque chose, j'ai tout fait, j'ai nettoyé l'écran, mais non, il se passe rien. Donc c'est un vrai mystère cette boule rose. eh ben, que moi, je pense qu'elle est là, que c'est ce qui t'a protégée depuis toujours. Donc, dans ce livre, Oui, tu racontes ta vie. En 1924 est née ta mère, Georgette Weber, c'est oui, ça, à Nancy. oui, Sa grand-mère maternelle meurt 2 mois après la naissance de sa fille. C'est important de dire ça oui, parce qu'on peut comprendre pourquoi ta mère, elle s'est aussi comportée comme ça par la suite. oui, oui, tout à fait. Et elle a été en foyer d'accueil jusqu'à 21 ans, ta mère. Oui, oui, Par enfin, contre, oui, foyer d'accueil, tout à fait, dans une famille d'accueil, par jusqu'à contre, l'âge de 21 ans, puisque la famille, à l'époque, bien sûr, avant Giscard d'Estaing, la majorité était à 21 ans. Donc, son frère, par contre, lui, est resté dans sa famille. Donc, oui, ta mère a pu penser que c'était un peu une injustice. On va pas lui donner des circonstances atténuantes, mais quelque part, il faut quand même rappeler que ta mère a perdu sa mère quand elle avait 2 mois, qu'elle s'est retrouvée en foyer oui, d'accueil et que son propre frère est resté dans sa famille. absolument, et c'est une véritable injustice, Voilà. Maintenant, on va je la parler de comprends toi. très Toi, bien. tu es la quatrième de la fratrie. Il y a eu trois filles, Cinquième, la cinquième. oui. Euh, Moi, j'ai marqué quatrième de la fratrie, trois filles avant toi, toutes placées en famille d'accueil. Alors, il y en a eu 3 aînés, effectivement, toutes placées en famille d'accueil pour mauvais traitement, bien sûr, par mes parents génétiques. Et puis, il y a eu une quatrième qui est arrivée, qui s'appelle Régine, et que je nomme Renée dans le livre, et qui a été, elle avait 2 ans de plus que moi, et elle a été placée aussitôt, pareil, au bout de 2, 3 mois, elle a été retirée, et mes parents ont été déchus définitivement de leurs droits parentaux. On disait paternels à l'époque. Les droits maternels, on était déchus automatiquement de ces droits maternels quand le juge prononçait donc la déchéance de paternité. Bon, maintenant, de toute façon, après, elle a été déchue de ses droits maternels aussi. Régine, donc, elle a 2 ans de plus que moi, et elle est arrivée chez ma mère quand moi j'avais 7 ans, et elle 9 ans, hein. C'est-à-dire que la DAS l'a laissée sortir de sa famille d'accueil pour la rendre à ma mère quand elle avait 9 ans. Et elle a presque, bon, pas tout à fait, heureusement pour elle, subi les mêmes traitements que moi. Donc, quand j'avais 5 ans et demi quand ma mère a réussi à me reprendre. Donc là, ce que tu me dis, c'est que ton père et mère ont été déchus de leurs droits parentaux. Oui, Ça n'a pas oui, empêché. Finalement, toi, tu es né après, mais quand on déchoit les parents des droits parentaux, c'est pas valable pour les enfants à naître. exactement. Par contre, les services sociaux guettaient, c'est bien la seule fois où ils ont guetté. Donc, ma mère est restée 11 jours à la maternité pour moi.
et on surveillait comment ça se passait. Et ça s'est très, très mal passé durant ces 11 jours. Tu peux le raconter, c'est-à-dire que oui, bon, t'es resté. Je comprends pas comment on t'a rendu à ta mère. Moi, je comprends pas ce qui s'est passé à la DAS, alors que dans la DAS, il disait que tu étais issue d'une femme volontaire et illettrée, Mmh, volontairement maltraitante et de santé médiocre, et d'un père éthylique, paresseux et violent. oui. Mais donc, qu'est-ce qui s'est passé à ta naissance, donc Alors, à ma naissance, ben, elle n'a rien trouvé de mieux, comme elle en avait marre d'avoir des filles, j'étais sa cinquième. On lui avait donc retiré les 4 aînés. Et elle n'a rien trouvé de mieux que de me violer avec un stylo bic. Et bah, ça fait des dégâts sur un nourrisson de 11 jours. Je n'ai jamais pu avoir d'enfant. Je suis la championne internationale de la recherche des toilettes dans toutes les villes du monde parce que j'ai une vessie qui est très petite, donc je vais souvent aux toilettes. Mais le plus grave, c'est qu'elle m'a détruit les organes génitaux aussi. Et comme je saignais abondamment, parce que sur un nourrisson de 11 jours, ces endroits-là saignent énormément, elle, elle m'a pendue par la fenêtre de la maternité en paniquant parce qu'il y avait du sang partout. Et là, c'est en entendant les cris que je poussais qu'une infirmière est entrée et qui a vu le massacre. Elle a réussi à calmer ma mère pour me ramener à l'intérieur de la chambre puisque j'étais pendue par la fenêtre. Elle me tenait par les bras, ma mère, pour me laisser tomber sur le bitume en bas. Donc, l'infirmière a réussi à me sauver. J'ai été immédiatement transportée en hôpital pédiatrique. Ça a duré 1 an et demi, ma reconstruction. Heureusement, je ne m'en souviens plus. Et ma mère a été immédiatement internée pour la 10e fois au moins en hôpital psychiatrique, le grand hôpital de Nancy, c'est-à-dire l'hôpital psychiatrique de Laxou. Voilà pour l'étape pour ce qui me concerne. J'ai été réparée tant bien que mal jusqu'à l'âge de 18 mois. Ma mère a été à nouveau déchue de ses droits maternels. Mon père était en prison en réclusion criminelle. Il ne savait même pas que j'étais née, si j'ai bien compris, quand je l'ai rencontré beaucoup plus tard, vers l'âge de 18 ans. Et à 18 mois, on m'a placée dans une famille d'accueil à Vallée-Châtillon, un petit village à 60 km de Nancy à peu près, où j'étais très bien. J'allais à l'école, je jouais, j'étais très bien. Je devais être bourrée de traumatisme évidemment, mais je ne pouvais pas le deviner une seconde et, euh, et personne ne m'a rien dit, bien sûr. Et puis, à 5 ans et demi, ben, un jour, ma maman, ma nourrice, celle que je croyais être ma maman, elle m'a dit: «Viens par la fenêtre, regarde la dame qui vient de sortir du bus et qui est accompagnée d'une petite fille avec un manteau rouge, bah, c'est ta vraie maman et elle vient te chercher». À 5 ans et demi, aujourd'hui, on nous donnerait une armée de psychologues, pour, même une farce de ce genre, mais là, c'était la réalité. Et la dame est entrée, ma génitrice, elle est entrée avec cette petite fille de 3 ans et demi, 2 ans de moins que moi. Elle m'a dit: «Dis bonjour maman, c'est moi ta vraie mère». Moi, je comprenais rien, je pleurais, vraiment, je ne comprenais absolument rien de ce qui se passait et j'ai eu le réflexe de dire: «Bonjour madame» et j'ai pris ma première gifle qui ça a duré jusqu'à l'âge de 16 ans et demi. Si c'était encore que des gifles, ça irait, mais ce qui est étonnant, Michel, c'est que donc tu es dans un car, là, dans ton car à 5 ans et demi oui. avec ta mère, elle te frappe et il n'y a personne qui réagit Il y a dans personne, personne ne bouge. personne ne bouge. Il faut dire qu'en 63, c'était plus admis qu'aujourd'hui qu'on frappe des enfants et mais quand même, c'est difficile à imaginer puisque nous qui n'avons pas cette habitude, on se demande comment les gens n'ont pas réagi
Et ils ne réagiront jamais d'ailleurs. Jusqu'à mon adoption à l'âge de 16 ans et demi, il n'y en a pas un qui réagira. Et Si, ce qui réagira, c'est quand même, je veux dire, au commissariat, oui, ils ont un peu de compassion pour toi. C'est le seul oui, oui, point. oui. Le commissariat du quartier a un peu de compassion. Ils ont compris que c'était pas la peine de me ramener chez ma mère quand elle me fichait dehors dès l'âge de 7 ans. J'allais dormir dans un wagon qui ne bougeait pas, il y avait de la paille dedans. Et on habitait tout près de la voie ferrée. J'allais dormir dedans et au début, les gendarmes qui m'ont trouvé me ramenaient chez moi, puis ils ont vite compris que c'était pas la peine, surtout qu'on m'appelait quand même le sparadrap, l'armoire, parce que j'étais toujours marquée de partout et la réponse automatique que je devais donner, que j'étais obligée de donner, c'était je me suis cognée contre une armoire. Donc ce leitmotiv, je l'ai répété pendant 11 ans. Je me suis cognée contre une armoire alors qu'il y avait des endroits où c'était absolument impossible, quoi. Tout le monde savait que ma mère me torturait, elle ne me tapait pas, elle me torturait, et personne ne disait rien. Il y a une directrice d'école au CM2 qui a réussi à me faire parler, et elle m'a dit ça n'arrivera plus jamais. Il y a des policiers qui sont venus, une dame en civil, j'apprendrai beaucoup plus tard que c'était une dame policière. Ils m'ont emmené à l'hôpital central de Nancy où ils m'ont fait faire des examens et ils ont vu que j'avais tout cassé, tout jusqu'à la cloison nasale, moi je peux pas faire de test autrement que sanguin pour le Covid. J'ai tous les membres de cassés. Aujourd'hui, avec la ménopause, la colonne vertébrale s'est manifestée et on voit nettement des fractures, des petits bouts d'os qui se promènent à côté de la colonne vertébrale. Et puis, j'ai des spondylolisthésis qui font que je suis reconnue handicapée à plus de 80% parce que c'est extrêmement douloureux. Puis, je tombe tout le temps. Tout Ce le qui ne temps. m'empêche pas de rire tous les jours. Ouais, ça se voit, Michel, vous êtes une battante. Je dis tu, je dis vous. Enfin, on revient sur la naissance, vous portez le prénom de la sage-femme. Oui, tout à fait. Elle pleure en disant, moi j'ai 5 filles, je ne sais même plus comment l'appeler. Et la sage-femme a dit, appelez-la Michel. Moi je m'appelle Michel, c'est un joli prénom. Appelez-la Michel. C'est comme ça que je suis devenue Michel. Elle ne savait même pas comment m'appeler. C'est dommage, je ne pourrais pas, encore moins aujourd'hui, retrouver cette sage-femme, évidemment. Alors, ce qui est complètement incompréhensible, c'est qu'on vous ait rendu à votre mère, Hmm. mais est-ce que c'est parce elle a rencontré le bon docteur Christophe, Oui, psychiatre à l'hôpital, que finalement elle a réussi à vous récupérer? voilà, exactement. Le bon docteur Christophe, il a eu une idée épatante. Il s'est dit, je suis médecin généraliste, on m'appelle parce qu'elle a une petite grippe ou quelque chose comme ça. Et il lui a fait une sixième fille. Pas de bol, hein, elle aurait pu espérer un garçon. Non, non, il lui a fait une sixième fille. Et là, il a paniqué parce qu'elle l'a un peu fait chanter, bien entendu. Et il a donc parlé à ses confrères, les médecins psychiatres, et il leur a dit, vous savez, Madame Bourton, pour moi, elle peut essayer de reprendre une vie normale. Je vais la faire divorcer de son époux Bourton et je vais la faire remarier avec un de mes patients. Et on va lui trouver un appartement et on va peut-être essayer de lui rendre quelques-unes de ses enfants. Et là, Anne-Marie, ils lui ont pas enlevé du tout parce que le docteur Christian l'a suivi pendant la grossesse, a suivi l'accouchement et il fallait surtout pas qu'elle parle parce qu'il était marié, il avait 2 enfants. Et là, il a tout fait pour l'aider. Les médecins psychiatres l'ont laissé, ont dit qu'elle était guérie, ils allaient faire un essai. C'est toujours des essais, hein. Je suis victime d'essais depuis ma naissance, mais les essais ne sont pas suivis de vérification. Donc, on va faire un essai. Et là, il a trouvé effectivement Monsieur Gillory
qui était un pauvre type, mais qui ne m'a jamais fait de mal. Et elle s'est mariée avec. Donc, c'est devenu un couple avec une petite fille, Anne-Marie, je ne sais plus comment je l'appelle dans le livre, Alice, je crois. Non, je l'appelle souvent le manteau rouge d'ailleurs. Et, euh, et quand Anne-Marie avait 3 ans, ma mère a demandé donc à faire le nécessaire pour récupérer ses 3 filles aînées, les 3 premières. Elles avaient 12, 10, 8 ans. Et elle les a maltraitées immédiatement. Et Donc, elles, ils ont fait un et- essai. et elles se Elle sont les a sauvées. maltraitées. Ouais. Et elles se sont Pardon. sauvées. Elles se sont sauvées grâce à la grande qui avait 12 ans. Elles ont quand même eu le temps d'avoir elles aussi des épingles dans le corps, par exemple. Mais elles se sont sauvées en disant elle est complètement folle. Elles ont réussi à retourner dans leur famille d'accueil. Et là, l'assistante sociale a dit, bon, alors on va, c'est horrible ce que je vais dire, mais c'est authentique, c'est marqué dans mon dossier. Puisque les 3 aînées, les 3 grandes, on va surtout pas essayer de récupérer Régine pour l'instant. On va récupérer la petite Michel parce qu'elle n'a que 5 ans. Donc, on Et- va faire les démarches. La petite Michel, on va essayer de vous la récupérer. Et puis, elle aura 5 ans et demi à peu près quand les démarches seront faites, si on y arrive. Et elle ne se sauvera pas à 5 ans et demi. Bien sûr, ça a été le cas. Donc, c'est comme ça qu'elle a pu me récupérer. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, en partie. Il y a 3 raisons, mais la première, la voilà, c'est pour dénoncer l'inertie des services sociaux. Pour moi, ce sont des criminels qu'on ne peut pas poursuivre aujourd'hui parce que ce ne sont pas les mêmes personnes. Cela dit, il faut quand même souligner que maintenant, ça ne s'appelle plus la DAS, ça s'appelle l'ASE, mais il n'y a que le nom qui a changé. Rien d'autre n'a changé. J'ai des témoignages tous les jours. On est en 2024, rien n'a changé au niveau des services sociaux. Voilà comment ça se passe et ça ne devrait hélas plus se passer comme ça. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre. Alors, écoutez, Michel, moi, je vais vous dire une chose. Là, on vous a rendu à votre mère, hein, Oui. alors qu'il y a des mères qui se plaignent qu'on leur Mm. prend les enfants un petit peu facilement, quoi. C'est-à-dire, Mm. Oui. voilà. Donc, c'est le contraire de ce qu'on entend d'habitude. Ben voilà, c'est ça l'incohérence. C'est que quelquefois, on les retire pour rien. Et puis, d'autres fois, on sait que l'enfant va être maltraité. C'est fou ça, parce que c'était mon cas. On sait qu'il va être maltraité, mais on lui rend. Donc, c'est absolument incroyable. Récemment, c'est très très court, je connais une psychologue qui travaille dans un centre pour enfants handicapés. Le père violait son enfant handicapé. La mère porte plainte, ils sont séparés immédiatement et l'enfant est confié à la mère. Quand ça passe au tribunal, la mère n'est pas là. L'enfant, évidemment, le père est déchu de ses droits paternels. Il n'arrive pas à retrouver la mère tout de suite parce qu'elle est, je ne sais plus où, on s'en moque. Il n'arrive pas à retrouver la mère tout de suite. Devinez où ils remettent l'enfant. Avec le père? C'est le père. C'est en 24 ça. Ça s'est passé en février, le mois dernier. Donc, il y a de quoi s'interroger sur ce que font les services de la Et DAS, hein. il y a quoi se demander s'ils avaient prévenu la mère qu'il y avait une audience ce jour-là aussi, hein. Oui, tout à fait. D'accord. Mm. Donc vous, la petite fille au manteau rouge, finalement, elle est gâtée, hein, puisque c'est une Ah fille, bah oui, c'est la fille du oui, docteur machin, donc c'est pas n'importe oui. qui, n'est-ce pas? Donc elle est gâtée, bon, ça va. Elle assiste à tous les sévices, elle assiste à tout. Elle participe. Elle participe en même temps. Elle participe. Quand ma mère se prépare à me torturer, ma petite sœur, son rôle, c'est de m'attacher les 2 pieds à la chaise et les mains derrière le dos de la chaise de façon à ce que je ne puisse absolument pas me protéger. Elle participe également jusqu'à l'âge de 14 ans et demi, puisque j'admets qu'à 5 ans, elle ait pu être formatée, mais à 14 ans et demi, je ne suis pas sûre. Je suis pas sûre qu'elle ne savait pas. Elle s'est suicidée d'ailleurs et m'a envoyé une lettre
en me disant, en vous demandant pardon. je pourrais jamais me pardonner de ce que j'ai fait, mais je me protégeais aussi. Et effectivement, elle s'est bien protégée, elle a bien écouté tout ce que maman lui disait. Alors, en plus, puisqu'on va arriver sur les chats, là, vous êtes toute petite, vous avez quel âge quand votre mère vous descend à la cave pour dormir toute seule dans une cave? Le premier jour, le jour où elle m'a récupérée de Vallée-Châtillon, le premier jour, donc 5 ans et demi, le 6 novembre, elle me dit: «Voilà ta chambre, c'est la cave». La cave à charbon, Donc une cave à charbon, tout à fait, sans et couverture, sans rien, sans sans couverture. rien, et en plus, j'avais une petite robe, on est au mois de novembre à Nancy, il fait froid. La cave, elle avait une fenêtre, sans barreaux, et j'étais sur mon tas de charbon avec ma petite robe, et je n'avais rien. Vous aviez sûrement Et la boule rose que vous avez devant vous, là, parce que je oui, comprends pas que vous ne soyez pas tombé malade. Enfin, c'est complètement invraisemblable, votre histoire. ah Et, oui, oui, et jamais vous avez eu de couverture. Vous n'avez pas pu en... jamais. Mais j'ai pourtant eu toujours une couverture, celle des chats. Oui, alors, c'est là que Heu, les chats arrivent. Expliquez-nous. alors, dès la première nuit, dès le 6 novembre, la nuit du 6 au 7, je pleurais dans la cave, je comprenais pas, je comprenais rien de ce qui m'arrivait, j'étais hyper traumatisée, et un chat tigré s'est glissé entre les barreaux, et puis il est venu ronronner contre moi, et une enfant, de 5 ans et demi, ben, ça lui suffit pour câliner le chat, pour se calmer un peu, et j'ai fini par m'endormir tellement j'étais épuisée de pleurer. J'ai fini par m'endormir et le chat est resté avec moi toute la nuit. Quand je me suis réveillée sur le tas de charbon, il était là aussi. Et les nuits suivantes, dès la nuit suivante, il avait amené deux, trois de ses copains, et je n'ai jamais cessé d'avoir des chats dans ma cave. Je ne connais pas une nuit où je n'ai pas eu les chats qui sont venus. Alors, il y en avait un qui se mettait sur ma nuque et qui me nettoyait d'abord le sang parce que j'étais toujours couverte de sang, je suis sourde, hein, d'ailleurs à 40. Il y en avait un qui se mettait dans mon dos parce que je me mettais en chien de fusil pour essayer d'avoir moins froid. Il y en avait un qui se mettait contre mon ventre, un sur les pieds, et ça ronronnait, c'était mes couvertures. Il se sauvait quand votre mère arrivait. Oui, tout à fait. Ou il se sauvait ou il se cachait dans la cave parce que j'ai eu la merveilleuse, nouvelle une fois de j'entendais des tout petits, j'ai appelé ça des chatouilles, dans mon livre parce qu'il y a pas de mot pour le définir. Les petits bébés chats qui viennent de naître, et la mère, donc j'essaie de chercher, et la mère m'amène, par le cou, un petit chat pour me le présenter. Une petite boule, avec les yeux fermés, oh là là, pour une gamine, c'est extraordinaire, et elle restait quand ma mère descendait. Les autres, donnaient l'alarme. Tout de suite, ils dressaient les oreilles, ils discutaient. Ils n'ont jamais miaulé avec moi, ils ont toujours discuté comme entre chats. Un chat ne miaule qu'avec les humains. Bon, j'étais une humaine, mais enfin si peu. Et donc il donnait l'alerte, il se sauvait, mais il y en avait qui restaient comme cette maman chatte avec ses petits, et c'est incroyable, elle arrivait à les faire taire pendant que ma mère se servait du charbon, avec son seau. J'ai vécu des trucs avec, les animaux. C'est grâce à eux que vous êtes là, mais vous écrivez à la page 41 au sujet de votre Oui, maman. Lorsque mon institutrice rapporte à ma mère que je suis paresseuse, cela me vaut de rester 2 heures à genoux dans la salle à manger au retour de l'école. oui, La mégère, oui. la mégère pleurniche et lui confie à quel point c'est pareil à la maison. La maîtresse m'en veut encore plus de causer tant de chagrin Mmh. à ma gentille maman. Et pourtant, me croirez-vous, j'aime cette femme qui pleure.
car je sais que je la fais souffrir par ma méchanceté, mon imbécilité, ma ressemblance avec ce père inconnu, en résumé, ma venue au monde. On dit souvent que les enfants maltraités aiment quand même leurs parents, ça, c'est clair. Oui, et c'est normal, parce que c'est notre seule référence. Donc on les croit quand ils nous disent, bah, qu'on est méchante. Moi elle me disait que j'étais la fille d'un criminel et en plus j'étais son portrait craché, les mêmes yeux que lui, enfin c'était évident quand je l'ai vu la première fois, j'étais son portrait craché. Mes sœurs, pas du tout. Et donc, ben, pour elle, j'étais la fille d'un criminel, c'était génétique, j'allais, devenir une criminelle et elle allait me dresser pour éviter que ça se passe. Et effectivement, elle m'empêchait de faire mes devoirs puisque j'étais la petite boniche de la maison. Le lundi, par exemple, c'était jour de lessive, donc je n'allais pas à l'école et je devais dire que je m'étais cognée contre une armoire, donc je pouvais pas venir à l'école et je faisais la lessive. J'avais interdiction de faire mes devoirs. Donc, je faisais toutes les corvées. Et quand l'instit a dit à ma mère que j'étais paresseuse, ma mère a effectivement pleuré comme à beaucoup de reprises en disant oh, mais je ne sais pas quoi en faire, elle est comme son père. Elle est cet homme que je ne connaissais absolument pas et je me demandais ce qu'il avait bien pu faire, mais j'avais d'autres soucis à régler, toujours immédiats et dans l'urgence. Mais là, bah, pour faire plaisir aux gens qui venaient se plaindre, elle pleurait tellement qu'on la croyait et elle me faisait mettre à genoux sur le plancher de la salle à manger pendant 2 heures. C'était un cadeau, 2 heures. Quelquefois, ça a duré 7, 8 heures. Et j'entendais les autres manger, enfin mon père, mon beau-père, ma mère, le manteau rouge. Et moi, j'étais là, tournée contre le mur, sans pouvoir me lever. Ouais, il y avait le beau-père aussi qui assistait à tout ça, hein. Oui, il y avait le beau-père qui assistait à tout ça, mais il était très faible et s'il avait parlé, elle l'aurait tué, quoi. Et et personne ne devait savoir ce qui se passait, alors que tout le monde le savait, mais personne ne devait savoir ce qui se passait parce que, elle aurait perdu la petite, elle aurait perdu le manteau rouge. Si, on m'avait enlevée à nouveau. Donc Mais à un moment, vous avez une voisine qui ouvre la porte parce que vous criez trop, vous oui, êtes oui, attaché, et elle dit simplement de faire moins de bruit, quoi. oui, tout à fait. Elle dit: «Maintenant, ça suffit, vous faites moins de bruit», et heureusement, ma mère n'a jamais eu l'idée de me mettre un bâillon ou du sparadrap, sur la bouche, elle n'a jamais eu cette idée. Mais donc j'ai toujours espéré que les voisins interviennent. Mais elle est intervenue en disant: «Bon, maintenant ça suffit, vous faites moins de bruit, hein, il y en a marre d'entendre cette gamine hurler et c'est tout, Donc, c'est tout». au moment où vous êtes dehors et que vous passez vos nuits dehors, au commissariat, on vous dit un enfant est toujours mieux avec sa mère. Et ça, c'est Oui, une oui, phrase qui vous a choqué quand même. Un enfant oui, parce que est toujours parce mieux. que c'est pas vrai, il faut le dire. Heu, c'est effectivement ce que la DAS pense. Un enfant est toujours mieux avec sa mère. Non, c'est faux. Ça n'est pas toujours. Parfois, sans doute, quand il y a de l'amour, oui, mais quand la mère déteste son enfant et c'était mon cas, elle me détestait au plus haut point, elle me haïssait, d'autant plus que, si elle avait pu me tuer, elle l'aurait fait, mais on lui aurait enlevé son manteau rouge. Donc elle ne le pouvait pas, donc elle me haïssait au plus haut point. Elle aurait bien aimé que je meure, mais et dans ce cas, on ne dit pas, «On est toujours mieux avec sa mère» et effectivement, la DAS m'énerve beaucoup quand, je les entends dire ça. Oui, et tout en rappelant qu'il y a des femmes qui se plaignent qu'on leur prend leurs Tout à enfants. fait, Alors tout c'est à faux, fait. voilà, on ne sait pas ce qui se passe derrière tout ça. Donc, Non, vous commencez à grandir, elle vous enquiquine quand vous avez vos règles, elle vous dit oui.
une salope qui doit être surveillée, hein, parce que Mmh. maintenant vous C'est devenez ça. une salope qui doit être Je ne surveillée. sais même pas ce que c'est que les règles, hein, ça me fait peur, mais je suis devenue une salope qui doit être surveillée parce que maintenant je suis une femme. Ah bon? Et elle vous fait des sévices sexuels aussi. Oui, voilà. Bon, mais ça, Elle, on trouvera ça dans elle le vé livre, hein. elle vérifie comme elle peut, Donc, on vous place dans un foyer quand même à 15 ans, hein. oui, oui, ça va pas durer longtemps. Heu, je suis, j'ai tellement tout cassé à cette époque que, les médecins, font un signalement D'accord. et et là, quand même, la DAS a réagi et m'a placée dans un foyer, mais ma mère a tellement pleuré, pleuré, pleuré. C'est d'ailleurs là, dans le foyer, qu'on m'a dit, «Tu sais, tu peux réfléchir, Michel, mais ça fait un mois que tu es dans le foyer, tout va bien». Mes notes, en plus, étaient bien remontées, évidemment, je faisais mes devoirs et tout va bien mais tu peux choisir de rester dans le foyer ou d'aller avec ta mère, de retourner chez elle. Moi, je voulais rester dans le foyer et mais ils m'ont dit: «On est toujours mieux avec sa mère, que dans un foyer» et j'avais envie de leur hurler que c'était faux et finalement, ils m'ont dit: «Allez, pars avec ta maman, tu vas voir, maintenant ça va aller, puis on va surveiller» et cetera. Ils ne m'ont jamais surveillée. Il faut dire que quand j'avais 9 ans, il y a une assistante sociale quand même qui est venue. Elle est venue et vers 18 heures, très pressée, marre de sa journée. J'étais toute petite parce que je manquais de tout, de toute façon je suis restée petite, hein, 1,58 m. J'étais toute petite et toute maigre et elle s'est agenouillée devant moi. Elle m'a dit, elle a prévenu mes parents, hein, bien sûr, elle les a prévenus, donc ils ont tout fait pour que j'ai le visage à peu près normal, pendant, 8 jours. Et elle s'est agenouillée et ma mère me tirait les cheveux par derrière et je savais ce qu'il fallait que je réponde. Et l'assistante sociale m'a dit: «Alors on va faire vite. Tu es heureuse ou pas chez toi? Oui ou non?» Et j'ai fait: «Oui» et j'ai éclaté en sanglots et ma mère me tirait les cheveux et l'assistante sociale a dit: «Bon, bah, c'est bien» et partie. Elle est restée 10 minutes. Elle a même pas demandé à voir où je dormais, elle a même pas demandé rien. Je ne sais pas si elle est restée 10 minutes et elle est repartie. Je pense qu'à un autre moment, votre mère a présenté votre sœur à vous, à la place de vous, hein, Oui. donc, Alors c'est justement quand elle a voulu récupérer la petite Régine, qui avait 2 ans de plus que moi, j'avais 7 ans et comme elle a voulu récupérer Régine qui en avait 9, heu, j'ai dû passer un examen médical pour savoir si tout allait bien et l'examen médical, c'est ma sœur qui l'a présenté, c'est le manteau rouge et on l'a su pourquoi, parce que, ils disent, «L'enfant est légèrement retardé, heu et on ne peut pas elle se porte bien sinon, poids normal», bon, enfin bref, mais on ne peut pas trop l'interroger parce qu'elle vient de se faire opérer des amygdales. Ma petite sœur venait de se faire opérer des amygdales. Moi, je les ai toujours. Donc, on a eu la preuve qu'elle a présenté ma petite sœur, le manteau rouge, à cet examen à ma place. Personne ne s'est rendu compte de rien. On devrait être tatoués comme les animaux. Personne ne s'est rendu compte de rien. Et ma mère a eu le droit de récupérer la pauvre Régine. bon, on avance en âge, hein. Quand vous avez 14 ans, elle brûle toutes les photos où vous étiez, toutes les Oui. photos de vous, quoi. Mmh. C'est quand même. Elle, elle Mais en veut même cacher. temps, en 2010, en même temps, la descente de la majorité, vous gagnez quand même 3 ans sur la majorité. Vous dites que Ah vous oui, partir à 18 à la place de 21. oui, tout à Donc, fait. c'est Quel cher. soulagement quand j'ai appris ça. Non, c'est pas cher. Oui, à 14 ans, elle me dit: «Tu vois, tu n'existes pas et je ne veux pas que tu existes. Donc tu vois, je découpe toutes les photos, je les brûle». Moi, j'étais attachée sur ma chaise et elle ouvrait le fourneau avec son crochet et toutes les photos y passaient. Je n'en ai que 3, je crois, de quand, j'étais gamine, récupérées tout à fait par hasard
Et À la pouponnière, et puis chez votre nourrice, la première nourrice. oui, oui, c'est ça, c'est ça. J'en ai une à la pouponnière et une, chez ma première nourrice. Et j'en ai une d'une colonie parce que c'est le prêtre qui m'a fait venir dans sa colonie pour que, gratuitement, pour que il m'a glissé dans l'oreille comme ça, elle te foutra la paix pendant 3 semaines. Et là, j'ai 14 ans et je suis en colonie et effectivement, j'ai une photo de 14 ans, enfin Et de là, mes vous vous 14 ans. mettez à chanter, et donc c'est un Mmh. miracle. Vous chantez à l'église, tout le monde vous écoute. Oui, oui, tout à fait, le prêtre trouve que j'ai une très belle voix et il me fait chanter tous les couplets des cantiques, parce que bien sûr, j'allais au catéchisme. Dans ces années-là, la France, bien sûr qu'elle était laïque depuis 1905, mais dans ces années-là, dans la mentalité des Français, on allait encore à l'église. Et donc, pour se faire bien voir des services sociaux, elle nous donnait une éducation religieuse. Elle ne croyait en rien du tout, hein. Mais nous, on allait au catéchisme et le prêtre m'a fait chanter toute mon enfance, depuis l'âge de 7 ans jusqu'à 16 ans et demi, toute seule, les couplets des cantiques, et ça porte un autre nom que cantique, hein, enfin bref, des chants religieux. Donc après, ben, vous vous retrouvez à passer un concours, je ne sais quoi. Enfin, finalement, le chant, ça rentre dans votre vie, hein. Faites de la... Complètement. Complètement. Je pense pas que ça serait rentré si ce prêtre n'avait pas eu cette idée, mais en presque 10 ans, ma voix avait eu le temps de se placer, de se poser, je savais respirer et ça s'est entré, dans ma vie et heureusement d'ailleurs puisque à ce moment-là, donc j'ai 16 ans et demi et ma prof, j'avais été remarquée par une prof à l'église, de guitare et de chant, qui avait demandé à ma mère, si, je pouvais venir répéter tous les mercredis après-midi et ma mère avait dit non, mais quand la prof lui a laissé entrevoir qu'une voix, une belle voix, je suis pas en train de me vanter, je répète, hein, une belle voix, comme la mienne pourrait lui rapporter énormément d'argent, là, ma mère a dit oui tout de suite. Donc, tous les mercredis après-midi, je suis allée répéter dans une MJC jusqu'au moment où ma prof m'a dit, tu peux faire une première partie d'un couple de chanteurs, enfin d'un duo, c'est pas un couple, c'est un duo, à la MJC Lorraine à Nancy. Je ne sais pas si elle existe encore. Et là, c'est là que ma vie a changé ce soir-là. Ah, vous avez quand même fait les premières parties de Mort Schumann, Carlos, Ah Michel oui, Faure, Anne-Marie oui, Carrère. oui. Oui, Voilà. je suis devenue chanteuse pro enfin, je dis pro dans la mesure où j'arrivais à en vivre jusqu'à l'âge de 28 ans. À 28 ans, j'ai décidé de laisser tomber parce que j'étais tout le temps sur les routes. Mais oui, oui, j'ai beaucoup travaillé avec Henri Tachant, et j'ai fait les premières parties, effectivement, Michel Thorp, Mort Schumann, enfin, Michel Péchin, des tas de gens de l'époque. Et l'argent que vous gagnez à cette époque-là, ça allait dans la poche de votre mère ou ça restait dans la vôtre? Ah non, ça c'était, quand j'avais été adoptée, hein. Il aurait été hors de question pour ma mère de me laisser partir. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce soir-là, On va parler de Jean Frison. voilà, ce soir-là à l'MJC Lorraine, donc je m'y suis rendue toute seule avec la guitare que ma prof m'avait prêtée et j'avais ordre de rentrer d'ailleurs pour 11 heures du soir, quelque chose comme ça et je fais ma première partie et les gens m'applaudissent et là, il y a justement le duo qui devait passer après moi pendant l'entracte m'invite, à sa table et à leur table, il y avait un dénommé Jean Frison, qui m'offre une grenadine et et je lui dis que je suis pressée parce qu'il faut que je rentre, tôt, sinon, je vais me faire tuer et il me dit: «C'est-à-dire? Explique-me voir là», donc on a discuté un petit peu et il m'a raccompagnée en voiture. Un vrai coup de bol d'ailleurs que ce soit un type extrêmement bien parce que je me suis laissée faire. Il m'est jamais rien arrivé quand j'étais gamine dans les rues, le soir, la nuit. Un vrai coup de bol.
Et il m'a raccompagnée en voiture pour gagner du temps, donc on a pu un peu discuter et il n'en revenait pas de ce que je lui ai raconté et tous les jours, il est venu me chercher à la sortie du c'était fin octobre ça et tous les jours, il est venu me chercher, pendant presque une semaine à la sortie du CET où la DAS m'avait joyeusement, collé pour devenir sténodactylo. C'est comme ça qu'on faisait avant. Maintenant, ils autorisent les études supérieures, mais avant, c'était comme ça. Et, et là, quand il s'est rendu compte de ce que je vivais, et ça a été le premier être humain que j'ai rencontré, si on peut dire, parce que il est allé, le 6 novembre, il m'a dit, je te dépose devant chez toi, mais je reviendrai tout à l'heure. Et je ne sais pas ce qu'il est allé faire, sûrement peut-être pour contrôler, je ne sais pas. Et quand ma mère m'avait évidemment attachée à la chaise et la porte, quelqu'un a frappé, c'était Jean Frison. Ma mère a ouvert, terriblement surprise parce que personne ne venait à part le docteur Christophe, comme je l'ai appelé dans le livre. De toute façon, il s'est suicidé 8 jours après que je lui ai parlé. Et on va protéger sa famille quand même. Le docteur Christophe venait, il n'y avait que lui. Et mon père a dit, enfin celui qui est devenu mon père, Jean Frison, a dit, je viens chercher Michel. Et il m'avait entendu hurler. Ma mère lui a claqué la porte au nez, il l'a défoncée, porte en bois, il l'a défoncée. Elle avait le rouleau à tarte dans la main et une bouteille de vin pleine dans l'autre. Elle a choisi d'envoyer la bouteille de vin, mais elle est tombée sur un mur et mon père ne s'est pas laissé faire. Il a ordonné à ma petite sœur de me détacher. Elle ne savait pas ce qu'il fallait faire. Elle s'est sauvée dans sa chambre. Donc, mon beau-père était là, ébahi aussi par le fait que quelqu'un ait pu enfin, parce que lui savait qu'il fallait me sauver de là, mais que pouvait-il faire? Et lui, il s'est dit, enfin, il y a quelqu'un qui réagit. Et tout en repoussant ma mère, à un moment donné, il a fallu qu'il la plaque contre le mur. C'est la seule fois de ma vie où je l'ai vu faire un geste comme ça pour pouvoir me détacher. Ma mère a eu peur, donc elle l'a laissé faire et il m'a prise par la main et il m'a emmenée dans ma petite robe. Je n'avais rien, ni cahier, ni sous-vêtements, enfin, je vais dire, en plus de ceux que je portais sur moi, pas un pull, rien. Et c'était le 6 novembre. Et c'est marrant hein, d'ailleurs, parce que quand même, j'ai été ramenée chez ma mère à l'âge de 5 ans et demi le 6 novembre, et j'en ai été sauvée à l'âge de 16 ans et demi le 6 novembre. Et en Alors, plus, j'ai aimé terriblement un gars avec lequel j'ai vécu plus tard, qui était né le 6 novembre. oui, alors ce Et- monsieur-là, Frison, il avait 41 ans quand il vous a. oui, tout à fait. Tout à Et fait. Il avait il vous 25 a ans de emmené plus au que moi. commissariat. Il vous a emmené au commissariat Oui, pour montrer un peu ce qui se passait. Et pour, oui, oui, parce oui, qu'on parce peut que là, il pas, m'avait kidnappée et j'étais mineure. on Oui. peut pas enlever un enfant comme ça. Et Eh bien, donc, bien sûr. tout s'est arrangé. Oui, parce que le commissaire a dit: «Oh là, on la connaît par cœur, la petite là», il dit: «Monsieur, merci d'avoir fait ce que vous avez fait. On va pas vous embêter, au contraire, on va demander un rendez-vous en extrême urgence au tribunal de Nancy, au tribunal pour enfants». Et à 11 heures du matin, on est rentré au tribunal et 11h30, on en ressortait avec le papier, D'adoption. disant que mon père était, je serais temporairement, l'adoption était en cours de route, voilà. Une adoption simple parce qu'au-delà de 16 ans, on ne pouvait plus, faire d'adoption plénière. Alors, qu'est-ce qu'il est devenu Il le... est décédé il y a Oui, je en sais, mais 2019. je sais lui qu'il est décédé en 2019. Mais le deuxième mari de de votre maman, Bah, il est décédé, peu de temps après, mon enlèvement, on va dire. Hem, 2-3 ans. Mais je savais qu'il était toujours malade. Il avait toujours le teint jaune, il était très maigre et le médecin était souvent là pour lui, hein, fameux papa. Il était souvent là pour lui. Je savais qu'il était malade, mais je ne savais pas de quoi. Je crois maintenant que je dirais que c'était du foie et
je me demande s'il n'est pas mort d'un cancer du foie, mais ça, je ne suis pas sûre du tout. Votre maman, elle est morte, mais vous savez pas de quoi, non? Non, non plus. J'ai reçu un simple mail en 2008. J'étais prof à Nice et j'ai reçu un mail du Manteau Rouge qui m'a dit Maman est décédée cette nuit. Voilà, ni bonjour, ni au revoir, ni ce que je pense. Et, euh, et j'ai sauté de joie parce que j'avais tellement peur tout le temps, toute ma vie, de la rencontrer à nouveau et qu'elle me fasse du mal. C'était terrible, cette angoisse. De toute façon, je suis une angoissée de nature, hein, maintenant, c'est évident. Avec ce qui m'est arrivé, ça pouvait pas. Je ris tous les jours, certes, et j'ai fait une résilience grâce à mon père et au chat extraordinaire. J'ai passé mon bac à 33 ans, j'ai passé mon master d'histoire à 38 ans et je suis devenue prof d'histoire. Mais donc j'étais prof à Nice quand elle est décédée et elle est décédée tard, hein, je me demandais quand est-ce qu'elle allait se décider. C'est horrible ce que je suis en train de dire, mais Et après ce donc, que j'ai vécu, j'ai pas elle honte avait de le dire. peut-être, oui, elle avait plus de 70 ans en tout cas. Oui, plus de 80 même, je crois. Ben, elle est née en 24. Ah ben, on était en 2008. Donc, les bons calculs, hein, moi pas. Bon, 34, on s'en moque, 44, c'est pas 4, grave, paix à 60. son âme. Mais, Oui, paix à son âme. mais donc, vous avez fait des études, hein, vous vous êtes retrouvé Oui, sur le banc des écoles à 32 ans, même plus, avec des gamins à côté, oui, et vous avez même travaillé comme dans l'auto-école, vous avez fait oui. l'auto-école, vous Alors étiez... ça, c'était avant mes études. À 28 ans, je suis tombée amoureuse d'un gars qui était né le 6 novembre. Et, euh, et je me suis dit, non, là, je peux plus être sur les routes tout le temps. Je l'aime de trop. Et je me suis donc installée sur Nancy. Enfin, je veux dire, j'étais de Nancy, hein. Maintenant, je suis plus à Nancy. Et, euh, et là, je me suis dit, ben, il faut quand même que je fasse quelque chose. Sténodactylo, je ne me rappelais plus du tout de quoi que ce soit, hein. Il y a un avantage, c'est que je tape très très vite sur l'ordinateur encore aujourd'hui et sans regarder. Mais la sténo, alors là, il y a longtemps que je ne connais plus un seul signe. Et que vais-je faire? Et j'adorais conduire. Et je vois une petite annonce, formation de moniteur auto-école. Et là, j'ai découvert quelque chose d'incroyable auquel je ne m'attendais pas, mais de toute façon, je trouve que j'ai une chance extraordinaire dans la vie. J'ai découvert que j'adorais enseigner la conduite automobile. Évidemment, j'ai été reçue à l'examen à l'issue d'une formation qui durait 6 mois ou 7 mois, je ne sais plus. Je suis donc devenue monitrice, j'ai ouvert mon auto-école et je me suis éclatée à enseigner, d'autant plus que j'enseignais exactement comme mon comme mon formateur à l'école de formation d'auto-école, de monitrice auto-école, avec énormément de rire et j'avais des résultats extraordinaires. Et, et je me suis dit, mais si je passais mon bac là, je pourrais peut-être enseigner un jour après des études. Évidemment, quand je disais ça aux amis, tout le monde se foutait de moi. Et c'est pourtant ce que j'ai fait. Mon père m'a, comme d'habitude, maintenant quand je dis mon père, c'est mon père adoptif, c'est Jean Frison. Jean Frison m'a dit, tu as 32 ans, tu veux passer ton bac, mais c'est une riche idée. Je t'aiderai si tu te décides. Lui avait fait de hautes études, Cagne, hypocagne, propédeutique, bon, enfin bref. Et, euh, et je l'ai passé et je l'ai eu avec la mention bien. Je l'ai raté j'ai raté la mention très bien à 0,25 points près. Mais, euh, mais tout de suite, je me suis inscrite à la fac. J'avais 33 ans, donc en septembre. Et là, les petits genoux, ils me regardaient. Au début, ils se demandaient si j'étais une prof qui attendait quelque chose. Et puis, ils ont très vite compris que j'étais une élève. Alors, au début, ça les faisait marrer. Puis, très vite, ils ont compris que j'étais une élève meilleure qu'eux parce que j'avais la maturité qu'ils n'avaient pas du tout. Donc, ils sont venus me demander de l'aide. Et on a formé un beau groupe où on a travaillé ensemble. C'était super.
Et après, vous devenez inspectrice. Vous voulez devenir inspectrice dans les... Oui, mais on vous le refuse dans la mesure où vous n'avez pas, vous, un casier judiciaire assez propre à cause de votre père. voilà. Alors mon casier judiciaire est vierge, mais la première fois que je passe le concours, uniquement pour pouvoir faire un master, hein, parce en faisant mes études, je travaillais quand même en auto-école. Mais là, pour faire le master, je voulais faire un métier cool où je pouvais être chez moi à 4h30 tous les jours, quoi, voilà. Donc, je passe le concours et là, je suis première sur 4000, je sais plus Hop. combien, 4600 candidats, quelque chose comme ça. Et on me le refuse, ce concours, 8 jours après avoir été reçu, parce que mon casier judiciaire, ils ont regardé les casiers judiciaires de mes ascendants et collatéraux et non, ça, on ne prend pas des gens, même au casier judiciaire vierge, quand les casiers des ascendants ne sont pas vierges. Donc, on me refuse. Là, j'ai fait une immense dépression nerveuse parce que me refuser pour un type que j'ai jamais connu, qui a certes fait, je sais pas combien d'années de criminel, que j'ai vu 3 fois de manière extrêmement brève, pardon, dans la troisième fois d'ailleurs sur un lit de mort à l'hôpital. Mais je ne comprends pas. J'ai fait une dépression nerveuse vraiment grave. Et, Il et remonte combien de générations? Combien de générations alors? les parents, les Plus. parents. Alors, j'étais pas gâtée, hein. Non, parce que votre père, vous l'avez trouvé, enfin finalement, vous l'avez recherché, vous l'avez trouvé, votre vrai père. Oui, bien sûr, bien sûr. Il Il faut vous a... savoir que, mais on cherche toujours son géniteur, tout le temps. Et je l'ai trouvé. Bon, j'ai été gâtée et, après, j'étais tranquille, j'étais en paix. Ah ouais, enfin, vous avez été gâté. Il vous a pas reconnu. Par contre, il a essayé de vous Non, buter. Donc, franchement, c'était pas. Et quand il est mort, vous étiez deux, trois à son enterrement et deux, deux. deux. Et vous Oui, arrêtiez pas, oui. et vous n'arrêtiez pas de rire. Et oui, on n'arrêtait pas de rire parce que c'est franchement drôle, hein. L'hôpital nous téléphone en disant faut que vous veniez le reconnaître. Ça faisait, euh, ça faisait 4 ans que je l'avais vu pour la dernière fois et 10 minutes. Bien, donc je vais le reconnaître puisqu'il n'y a pas de choix. J'y vais avec ma sœur, histoire de passer un bon moment, parce que je savais bien que j'allais passer un bon moment. Et là, je rentre dans la salle, une toute petite pièce, et comme il avait été trouvé clochard dans la rue, il est mort d'une pneumonie apparemment. Il lui avait mis des grandes baskets alors qu'il était légèrement plus grand que moi, c'est tout. Il lui avait mis des grandes baskets de clown, un jean qui lui arrivait au mollet, donc sûrement d'un ado, un pull extrêmement bariolé, et j'ai éclaté de rire en voyant ce corps. J'ai vu tout de suite qu'il avait été autopsié parce qu'il avait de gros morceaux de ficelle qui sortaient ici. Alors, c'était vraiment pas de bon goût, hein. Ils auraient pu le cacher un peu. Mais, c'était un vrai clown, quoi. Et je dis, ah bah, il aura été clown jusqu'au bout, lui. Et là, on a piqué un fou rire, mais on n'arrivait plus à s'arrêter. Puis le fou rire, ce qui est terrible dans le fou rire, c'est que on ne peut pas le contrôler. Donc, le pauvre gars, l'aide-soignant qui était là, enfin, je ne sais pas qui c'était, mais je suppose que c'était un aide-soignant, ne savait plus où se mettre. Et on a repiqué un fou rire à l'église en plus. Parce que là, on était trois et il y avait une autre sœur qui s'était jointe à nous. On était donc trois filles seules dans l'église et le prêtre dit dans son couplet habituel, cet homme qui a tout donné pour ses enfants. Alors je suis partie d'un éclat de rire. Ça, il m'a viré, mais mes sœurs ont pris le relais et il nous a virés toutes les trois finalement. On est allé boire un coup pour fêter ça et le prêtre, il a continué tout seul. On ne sait pas ce qu'il a fait. Ouais, donc cet homme, c'est quand même une sacrée vie que vous avez eue. Mais Oui. à quel moment vous vous décidez finalement d'ouvrir une école à contrat, comment dire, une école libre? Euh, voilà, une école laïque, hein, sans religion, mais hors contrat de l'éducation nationale. À quel moment? Bah, quand je suis donc prof depuis 12 ans et je me rends compte que petit à petit, je n'enseigne plus, je fais le gendarme dans les classes. J'ai vécu toute cette transformation où
où on fait des petits crétins à l'école, mais parce qu'on les met à 40, 35 par classe. Donc, c'est pas pour apprendre qu'on les envoie à l'école, c'est parce que c'est l'obligation. Et quand je faisais donc le gendarme 3/4 d'heure sur 1 heure, je n'enseignais plus. Je me disais, mais pourquoi j'y vais là? Parce que ça ne m'intéresse pas ce que je fais. Donc, pourquoi j'y vais? Bah, pour le salaire, ouais, c'est ça, j'y vais pour le salaire. Ça va pas du tout, ça. J'avais aidé en plus des enfants, des petits sixièmes et cinquièmes qui essayaient, qui étaient volontaires, mais qui étaient dyslexiques, dyspraxiques. Bon, enfin, on va pas rentrer dans tous les 10. J'ai déjà mis moi-même du temps à comprendre ce que c'était. Et j'ai proposé aux parents d'aider ces enfants-là le soir chez moi et eux attendraient, prendraient un petit café à côté, ils attendraient leurs enfants et que ce serait gratuit. Alors les parents n'en croyaient pas leurs oreilles et je l'ai fait et les moyennes de ces enfants-là sont remontées de manière extraordinaire, ce qui m'a valu d'ailleurs quelques ennemis dans l'éducation nationale, enfin des ennemis, ça ne m'a pas valu que des amis, parce qu'ils avaient peur que l'éducation nationale oblige tous les profs à faire les mêmes choses, quoi. Donc, ces enfants-là sont bien remontés. Je me suis dit, je sais comment enseigner, mais je ne sais pas comment on fait de gendarme. Donc, je vais ouvrir ma propre école et il y aura des chats, parce que je sais à quel point la ronron-thérapie, c'est un remède exceptionnel et naturel et qui fait du bien aux chats aussi. Et, j'ai donc décidé d'ouvrir une école avec des chats. Alors, l'école, au départ, ben, elle faisait CM1, CM2 jusqu'à troisième, classe de troisième, puisque j'étais prof de collège et lycée et non pas prof des écoles. Mais ça s'est très bien passé. J'ai eu des gens extraordinaires autour de moi pour travailler et on a eu des résultats, par exemple, un très très bon exemple, deux enfants qui étaient en hôpital de jour. L'assistante sociale les avait fait rentrer en hôpital de jour parce qu'ils étaient trop bêtes pour suivre un programme normal. Et je les ai inscrits à Candide, et mon école s'appelait le groupe scolaire Candide. Je les ai inscrits à Candide et maintenant, là, bah, cette année, ils sont en première année, l'un est en première année de fac de droit et l'autre en première année de fac d'histoire. Comme quoi, l'éducation nationale passe quand même énormément à côté de gens extraordinaires. Oui, alors cette école, elle a été ouverte le 1er septembre 2013 Oui, et elle a duré que jusqu'en mars 2019. C'est difficile. oui, Est-ce que vous croyez que maintenant, en 2024, on peut ouvrir une école comme ça aussi non, facilement que vous l'avez pu non. faire en 2013? C'est fini. Non, ça c'est, nous on a eu beaucoup de mal, hein, je disais aux inspecteurs: «Oui, oui, ne vous inquiétez pas, on va virer les chats» et puis, par ma tête, je suis ailleurs. Mais, Non, mais sans les chats, même sans les chats, c'est-à-dire quelqu'un qui veut ouvrir une école. ah bah là, sans les chats, c'est encore possible, hein, bien sûr. Sans les chats, c'est encore possible, à condition quand même de respecter plus ou moins les programmes. Mais c'est pareil, là, il y a une incohérence qui est, comme dans tous les services, comme dans tous les services administratifs. Par exemple, on doit respecter rigoureusement les programmes de l'éducation nationale. Nous, on le faisait, bien sûr. Hem Et il y a d'autres écoles, des écoles qu'on dit alternatives, et je ne vais pas citer de nom, bien sûr, mais il y a d'autres écoles où on apprend à faire du tricot, de la menuiserie et du cheval. Bon, le cheval, c'est bien. Mais, et l'enfant ne sait toujours pas lire à 12 ans. Je les ai visitées, ces écoles. Et, eh bien, elles sont sous contrat. Ils arrivent à avoir des classes sous contrat. Je ne sais pas comment parce qu'elles ne respectent absolument rien. Ces enfants qu'on met dans des écoles alternatives ne feront jamais rien de leur vie, à part artistes, s'ils ont la chance d'avoir des talents de ce côté-là. Sinon, bah, ils passeront jamais leur bac, ou à moins de le faire comme moi à 33 ans, hein. Ils feront jamais rien dans ces écoles alternatives.
Et nous, ben, on suivait parfaitement les programmes de l'éducation nationale, d'autant plus que les programmes, j'ai rien à dire hein, sur les programmes. Mais comme nous avions des chats, tous les ans, les inspecteurs essayaient de trouver la petite bête. Ils vérifiaient bien tous les cahiers des gosses pour voir si on suivait vraiment les programmes. Il n'y avait rien à dire de ce côté-là. Ils n'ont jamais réussi à nous faire fermer. Là, vous en aviez 15, hein, des chats, c'est ça? Il y a Oui, 15 chats. des Et chats. c'était merveilleux. Ils étaient sur les tables des gamins. C'est marrant parce que les chats allaient naturellement vers les enfants qui avaient le plus de difficultés. Et ces enfants-là reprenaient vite confiance parce que le chat ne juge pas. Et nous, bien sûr, on leur disait, tu as le droit de te tromper, mon Dieu, comme tu as le droit. Si tu savais comme je me suis trompée avant que tu viennes au monde. Et, euh, et les chats, ils ronronnaient sur les tables de ces enfants-là. Et les enfants, petit à petit, reprenaient confiance. Et quand je leur disais, bien, ton exercice est tout juste, tu veux faire quoi là parce que les autres n'ont pas terminé? Les enfants me disaient, j'en veux un autre. Mais c'était extraordinaire. Des gosses qui avaient refusé de travailler dans leur école tellement on les traitait, pardonnez-moi l'expression, mais parce que ça c'est vrai, dans toutes les écoles ça se passe comme ça, on les traite de cons. Donc l'enfant, il arrivait chez nous et il disait, moi je suis trop con, je ne saurais jamais rien. Et nous on lui disait, si, tu n'es pas con du tout et tu vas voir que tu vas apprendre. Les chats vont t'aider. Et c'est fou ce que les chats les ont aidés. Il y a eu une sorte de trahison en même temps en 2019, c'est ça, en 2018. Oui, en 2019, nos propriétaires ont voulu vendre l'école, enfin les locaux, pardon, c'était moi la directrice de l'école évidemment, mais les propriétaires ont voulu vendre les locaux et la banque avait même accepté, tellement ça marchait bien, de nous faire un prêt. Mais la notaire avait dit, attention, le toit est foutu complètement. Moi, je veux que ces gens-là, les propriétaires actuels, fassent quelques réparations parce que vous êtes en train de vous faire truander là pour le prix. Et elle a demandé aux propriétaires de faire des réparations. Ils ont toujours refusé. Donc, on n'a pas acheté. On a compris combien ça nous coûterait de faire refaire. On n'aurait pas pu. Et comme ils voulaient absolument déménager dans le Lot ou le Gers ou je ne sais plus où, ils ont répandu des trucs ignobles, hein. Ils ont téléphoné aux parents pour dire on maltraite votre fils, Michel Bourton les bat, etc. Alors que les enfants étaient dans ma classe et ils disaient à leurs parents mais c'est pas vrai, je suis tous les jours avec Michel, je suis dans sa classe. Moi j'avais les CE1, CE2 parce que je ne peux pas tout faire diriger et faire tout en même temps. Et les parents me disaient, mais je ne sais plus si je dois croire mon fils ou vos propriétaires qui n'arrêtent pas de téléphoner, ils nous harcèlent, ils organisaient des réunions, ils ont mis les profs dans le coup, ils ont vraiment scié les branches sur lesquelles ils étaient assis, hein. Et en 2019, j'ai dit, basta, je ferme. Et c'est sûrement pour que je fasse autre chose. Et ça tombe bien, j'ai fait l'ONG. Ouais, surtout qu'en 2018, vous aviez perdu, enfin, votre père a fait un Oui, AVC, il est mort en début 2019. Donc, c'est oui. ça l'année, hein, 2019. Période extrêmement difficile, oui. A suivi le Covid en 2020, 2021, 2020. Oui. Alors là, je me suis dit, bah, heureusement hein, qu'on a fermé, puisque de toute façon, on aurait fermé. Ben oui, c'est clair. Alors, par contre, il restait des chats, vous en avez Oui. récupéré parce qu'il restait des chats. Alors nous, on en a récupéré, mais on n'a pas pu en récupérer 15, évidemment. Bah, la petite Nala qui vient de passer, là, c'est une petite de Candide. On en a récupéré 3, mais on s'est arrangé parce qu'heureusement, parmi les parents, il n'y avait pas que les imbéciles qui ne croyaient pas leurs propres enfants, mais les profs et les propriétaires. Et il y avait des parents amis et ils ont récupéré, tout le monde a récupéré au moins un chat. Mon CPE, qui était Alain Aubrespin, qui était un type absolument extraordinaire, en a récupéré 2. Euh, bon, bref, j'ai encore des nouvelles d'un certain Donald régulièrement. C'est le roi de la maison là où il est. Finalement, vous vous dites, je ne vais pas m'arrêter là. Vous créez un Candide international, une ONG qui est reconnue par l'UNESCO. Tout à fait.
Et bon, là, on ne sait pas trop où on en est parce que depuis 1 an et demi, 2 ans, au moment où on allait poser la première pierre, on allait créer une école dans la savane au Bénin, avec l'accord évidemment du ministre de l'Éducation nationale. Il nous offrait les frais de construction et tout. Enfin, il nous offrait tout. Mais nous, on était chargés de, je dis nous parce que ma directrice adjointe à l'époque travaillait avec moi. Nous étions chargés de former les enseignants sur la pédagogie candide, c'est-à-dire avec des chats dans les classes et évidemment pas des classes de 100 élèves comme on en voit régulièrement en Afrique. On avait donc monnayé à 20. Je pense qu'on aurait eu plus de 20, mais on aurait tout fait pour que ça se passe bien. Et j'avais créé un programme d'éthologie et c'est bien parce que je voudrais bien qu'en France, enfin, ça vienne un jour. Bon, c'est peut-être pas demain encore, hein, mais ça viendra bien un jour, où on créera un module d'éthologie de façon à connaître les animaux parce qu'on s'est rendu compte que les petits Béninois qui vivaient à côté de la savane, aux portes de la savane, ne connaissaient absolument pas les animaux qui y vivaient ni la nature, évidemment. Il faut un lieu de vie pour qu'un animal puisse s'y installer. Et ils ne connaissaient absolument rien. Mais c'est normal, il faut dire que là-bas, un papa béninois qui tue un cervidé, ben, c'est à manger pour toute la semaine sur la table. Donc, il faut voir les choses autrement. C'était au-delà de l'école, quoi, apprendre à cultiver, mais en plein accord avec les parents. Et, et tout se passait très très bien. On avait déjà notre contrat, et tout se passait très très bien. L'école allait s'appeler, c'était une école pilote, l'école Candide dans la savane. Et là, il y a le djihad qui est arrivé et des touristes français ont été tués, pas que français d'ailleurs, exactement à l'endroit où allait se monter l'école. Alors que moi, tous les vendredis après-midi, j'aurais emmené les enfants avec un guide pour voir les animaux de près, voir comment ils vivent. Et tout ça, ça avait un but, évidemment, c'était de les aimer. On n'aime que ce que l'on connaît. Donc, s'ils connaissaient les animaux, pour moi, ils les auraient aimés. Et j'ai vu ce qui s'était passé avec les chats. Et en les aimant, bah, ils auraient arrêté de les massacrer. Mais là, le Bénin, bon, on nous a proposé de la monter dans les marais au sud du Bénin, mais ça me pique déjà rien que d'y penser, quoi, avec les moustiques. Oui, Et oui, c'est pas oui. du tout ce qu'on voulait faire. C'était présenter tous les animaux de la savane. Alors, qu'est-ce qu'elle est devenue cette assos là maintenant en Ah 2024? ben, elle est toujours là, mais on manque de dons évidemment puisque on c'est le serpent qui se mord la queue. Si on avait plus de dons, on pourrait, tenter d'ouvrir, dans les pays voisins, quoique l'Afrique de l'Ouest en ce moment, ça ne va pas très bien sur le plan politique. Pourquoi vous n'avez pas essayé de rester un peu en France ou en Ah, en Europe? France, c'est impossible. Très bonne question, oui, j'allais oublier de le dire. C'est qu'il y en a beaucoup qui ont essayé de me copier. Alors, des instits qui disaient, je voyais dans les journaux, ah, une école a admis un chat dans son école. 2 jours après, il n'y avait plus de chat. Parce que pour le rectorat, un animal, ça ne vit pas dans une classe. Enfin, les nôtres ne vivaient pas non plus dans une classe. Ils vivaient d'ailleurs là où ils avaient envie, puisqu'il y avait une chatière. Mais ils étaient toujours à l'école, ils adorent les enfants. Mais nous, ils nous ont acceptés uniquement quand on a fait la une de tous les médias. À un moment donné, tous les 3 jours, on parlait de nous à la télévision. Donc là, ils nous ont acceptés. Ils nous ont même convoqué le rectorat d'Aix-Marseille et pour nous dire que, qu'on pourrait même essayer de commencer à faire une demande pour mettre une classe sous contrat d'État, etc.
Mais c'est uniquement quand les médias s'y sont mis. En plus, on a parlé de nous dans le monde entier, je veux dire, même au fin fond de l'Asie, en Australie, dans toute l'Europe évidemment, aux États-Unis. Et, euh, et depuis, ben, je me dis que la France, c'est vraiment le pays où on ne créera jamais rien. Ils sont contre tout. Ils sont contre tout, sauf les mesures idiotes, je crois. Mais sinon, ils sont contre tout. Donc en France, c'est impossible. Par contre, en Belgique, il y aurait peut-être des ouvertures, en Suisse, pour ne parler que de l'Europe, mais en Asie aussi. Il y aurait de belles ouvertures, là où on ne croque pas le chaudine, bien sûr, parce que malheureusement, ça existe encore. Mais on aurait de belles ouvertures, mais pour y aller, bah, il faut de l'argent. Pour essayer de conclure quelque chose, ça mérite deux, trois allers-retours quand même. Et pour rencontrer simplement les autorités du pays, une fois qu'il y a déjà un accord par visio. Mais bah, il y a pas d'argent hein, sur l'ONG Candide, il n'y a pas d'argent. Donc là, bah, je ne fais que lutter pour que les enfants soient plus heureux en apprenant. J'en aide beaucoup. Et je ne suis plus prof, hein, de toute façon, je n'ai pas été prof jusqu'à 60 ans parce que j'ai été trop largement handicapée avant. Je suis reconnue à plus de 80%. Et ben, j'en profite pour aider les petits qui viennent vers moi. Et ça marche toujours aussi bien. D'ailleurs, dès qu'ils arrivent, il y a les chats qui sautent sur la table, sur leur cahier. C'est magique, c'est inévitable, c'est ainsi. Et j'ai plein de photos sur Facebook avec les chats qui aident les enfants. Et ça marche très très bien. Les enfants sont heureux, ils viennent pas du tout chez moi en reculant. Ils savent qu'ils vont bien rire parce que je passe mon temps à rire. Et ils vont avoir l'amour des chats et ils savent que je vais les aider. Donc ils n'ont pas peur. Et ils ne se rendent même pas compte quand c'est moi qui leur pose des questions pour qu'ils y aillent d'eux-mêmes. Et ils y arrivent, ils reprennent confiance et c'est magnifique. C'est tout ce que je fais pour l'instant avec l'ONG. Mais avec des amis, on a peut-être un projet pour la Thaïlande. Mais j'ose pas en dire plus parce que c'est peut-être. Alors, page 206, vous écrivez ce texte qu'il faudrait relire deux fois pour bien se l'imprégner. Donc, la dame en noir a disparu, hein, c'était votre chère génitrice. Il vous aura fallu vivre cette expérience de Candide pour lui pardonner. Le pardon est là précisément pour pardonner ce que nulle excuse ne saurait excuser. Souvenir de l'offense pour pardonner, à l'inverse de la vengeance qui refuse l'oubli pour inscrire éternellement une dette de haine. Le pardon nous en délivre, nous libère d'un passé qui n'arrive pas à passer, d'où son utilité pour chacun tout au long de sa vie. Pardonner, ce n'est pas Mm. valider ni excuser, ce n'est pas prétendre que tout va bien et c'est Oui, évident, ce n'est pas une faveur que nous accordons et encore moins une autorisation à recommencer. oui. Ici, ce qui compte, c'est de pardonner pour soi afin de pouvoir être heureux. En pardonnant pour moi, le bonheur qui m'envahit atteint son paroxysme. Car enfin, madame ma mère, sans votre méchanceté et votre haine, je n'aurais jamais dialogué avec les chats pendant mon enfance sauvage, puis toute une vie. Beaucoup n'ont pas eu mon malheur ni ma chance. Vous Mais retournez, complètement. oui, vous retournez en 2021 à Nancy, Oui, le soupirail. oui. On prend des photos du soupirail, de la cave. On refait ce trajet-là. Et c'est très, très dur, évidemment, mais il le fallait. Euh, j'ai, j'ai pu pardonner, comme je le dis dans le livre, ce qui n'est pas une invitation à recommencer, évidemment. J'ai pu pardonner au lieu de me venger, parce que le pardon, c'est important pour soi surtout, parce que
Quand on ne pardonne pas, c'est nous-mêmes qui sommes malheureux. Mais j'ai eu d'autant plus de facilité à lui pardonner après l'expérience de Candide, parce que tout le monde me disait: «Mais c'est extraordinaire ce que vous faites», et je me disais: «Oui, mais si j'avais été une petite fille, heureuse et pas perturbée par cet immense traumatisme, si j'avais pas eu cette, mère, maltraitante, est-ce que je serais devenue, celle que je suis devenue? Non, évidemment, je n'aurais peut-être pas aimé les chats et les animaux comme je les aime. Je serais passée à côté d'un immense, bonheur. Je n'aurais peut-être pas été enseignante, je n'aurais peut-être pas découvert l'amour qu'il faut pour transmettre, et de manière joyeuse. Et si j'avais eu une mère «normale», entre guillemets «normale», je ne sais pas ce que je serais, mais je suis à peu près certaine que je n'aurais pas eu l'occasion d'aider autant que je l'ai fait, et que je continue à le faire et que je le ferai encore. Et moi, quand Et c'est très bien d'avoir eu cette mère finalement. moi, je me souviens quand on m'a dit qu'on choisissait nos parents, je disais, j'aurais jamais choisi ma mère. J'aurais- Finalement, après, je me suis dit, mais c'est grâce à elle que je suis. Oui, C'est la mais grâce, bien sûr, voilà, c'est la grâce. Donc, oui. c'est vraiment un livre passionnant qui nous emmène dans un tas d'histoires. On vous retrouve où alors, Michel Boutron? C'est surtout sur Facebook, donc Michel 2 L-E Bourton, Bourton, et vous tombez sur moi, ou ONG Candide, je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne publie que sur Facebook, et pas toutes les semaines, mais j'essaie de faire un effort toutes les semaines. Non, dans toutes les librairies, on peut trouver mon livre quand, et puis chez mon éditeur aussi, les éditions Louise Courteau à Paris. Louise Courtois à Paris et le livre s'appelle À l'école des chats, quand les animaux nous rendent humains. Oui, parce que ce Voilà. sont les animaux qui m'ont rendue humaine. Et le jour où vous saurez ce que c'est que cette boule rose qui est devant vous, là, Oui. vous me le direz parce que moi, je n'ai jamais vu ça non plus. Je sais pas, mais vous n'êtes pas la première à me le dire. J'ai fait, une émission il y a pas longtemps pour la radio comme ça, et j'avais, une grosse tache blanche là, au même Et, endroit. J et Pourtant là, mon et là, ordinateur est propre. elle est de la couleur de votre, Oui, donc elle est de la pull, couleur de oui, votre pull. Et la dernière oui, fois, vous étiez habillée en blanc. oui, elle était blanche. Si ceux qui nous écoutent là et qui nous regardent ont une idée de ce que c'est que cette boule blanche, mettez-la dans Ah les oui, commentaires. ça serait intéressant qu'ils nous le disent. Merci beaucoup. On a Merci Joël. beaucoup les chats, je veux dire, les chats, c'est quand même quelque chose, hein. Vous en avez Oui, combien maintenant, là, trois? 3. J'ai Nala, Saphir et Tigrou. Et on va quand même, il y a la phrase qu'il faut. C'est pas grave. Nous avons le devoir d'être heureux, c'est pas ça? J'ai appris ça à la fac, j'étais en première année, ça a fait tilt dans ma tête, parce que bien sûr que tout le monde a le droit d'être heureux. Mais quand j'ai appris que nous avions le devoir, pour Alain, le philosophe, et je suis d'accord avec lui, nous avions le devoir d'être heureux pour les gens qui nous entourent, pour nos amis, pour tous ceux, pour la dame à qui on tient la porte d'un magasin. C'est, c'est transmettre notre façon d'être heureux, notre bonheur, c'est transmettre de la joie par un sourire. Un sourire, ça peut changer toute une journée chez quelqu'un. Et je pense que nous avons le devoir d'être heureux pour que les autres autour de nous sois heureux. Il faut arrêter de se plaindre. Voilà. Exactement. Je vais faire un namasté, là. Que tu vois. Bon Allez, ben, namasté. ouais, ouais, ouais. Je t'embrasse. Gros bisous. Moi aussi, je t'embrasse très fort, Joël. À Bisous. bientôt. Bisous, bisous.